Initiatives très intéressantes qui ont été prises par la Banque centrale ou qui sont en train d'être prises par la Banque centrale, question d'encourager les PME en Haïti. Ce panel est composé de deux grandes dames. On parle de Nathalie Lamotte, on parle de Madame Anne-Valérie Victor, que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonsoir, bonjour mesdames. Merci Nomi Germain pour cette présentation. Aujourd'hui, ma collègue Nathalie Lamotte et moi, Anne-Valérie Victor, se ferons un plaisir de vous présenter les différentes initiatives prises par la BRH, notamment à travers l'unité d'inclusion financière, afin de renforcer les MPME à travers les initiatives. Je vais vous présenter l'agenda pour cette présentation. Nous allons vous présenter pendant les 30 prochaines minutes. Nous allons premièrement commencer par vous faire une historicité de l'inclusion financière, un aperçu de l'inclusion financière en Haïti. Nous allons partager avec vous comment la Banque de la République d'Haïti s'engage. L'inclusion financière par secteur, il y a quelques chiffres clés qui vont vous être présentés. Et les collaborations, les partenariats que nous avons avec différents secteurs sur le marché national et international afin de renforcer le secteur des MPME, les projets qui visent à renforcer et les projets qui visent à financer les MPME et finalement pour terminer avec les perspectives. Merci Anne-Valérie, merci Nomi Germain. Nous allons d'ores et déjà commencer avec la présentation. Donc pour commencer, je vais vous présenter certaines statistiques pour une meilleure mise en contexte par rapport à la thématique qui va être développée. Donc, ce qu'on remarque à travers ce tableau-là, c'est qu'il y a une légère évolution par rapport au taux d'inclusion financière en Haïti. Donc, en 2011, notez qu'on était à 27% de taux d'inclusion financière en Haïti, contre 54% en 2018. Donc, il y a une légère augmentation par rapport à ce taux-là, mais il reste encore des efforts à faire pour atteindre au moins 90 à 100% de taux d'inclusion financière. Le taux de bancarisation, par contre, est de 11%. Donc, d'énormes efforts doivent être faits justement pour augmenter ce chiffre. Et aussi, ce qui est important à retenir au niveau de ce tableau, c'est le seuil d'extrême pauvreté. Donc, d'après le World Bank, et selon une étude qui a été faite en 2019, près de 2,5 millions d'habitants vivent avec moins de 1,23 $ par jour. Donc, encore une fois, nous encourageons des efforts en ce sens pour augmenter ce chiffre. OK, du point de vue... Non, tu as été trop loin. Retourne un petit peu. D'accord. Du point de vue des données démographiques, sur un total de 7,6 millions d'habitants de 15 ans et plus, nous remarquons que 20% vivent dans le milieu rural et 80% vivent dans le milieu urbain. Aussi, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et contrairement à ce que nous venons d'apprendre, que le crédit est accordé à plus d'hommes que de femmes, mais parallèlement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc 49% d'hommes contre 51% de femmes. Et si nous regardons les tranches d'âge, nous allons voir une forte concentration se situe dans les fourchettes de 18 à 44 ans, donc ce qui prouve que nous sommes une population assez jeune, ce qui constitue un avantage pour ce pays. Donc nous devons en profiter justement, utiliser cette tranche, cette fourchette, pour vraiment relancer l'économie en Haïti. Au niveau d'éducation, le niveau d'éducation le plus élevé atteint selon ce sondage-là, c'est le niveau secondaire, avec 47%. Par contre, si on regarde le taux des non scolarisés, on remarque que c'est à 21%. Donc, encore une fois, nous devons nous concentrer sur ce groupe et de voir en quelle mesure on peut les inclure financièrement dans le secteur.
OK. Pour les offres financières, encore une fois, on remarque que 54% d'Haïtiens de 15 ans et plus sont inclus financièrement, 11% détiennent un compte bancaire et 26% utilisent à la fois les services, alors, les institutions formelles, c'est-à-dire les coopératives et les institutions de microfinance. Environ 16% utilisent à la fois les services bancaires et d'autres institutions formelles ou informelles pour gérer leurs besoins. Donc, c'est ce que montre le graphe présent. Donc, je dois vous dire que l'ensemble de ces données, dans la plupart des cas, proviennent d'une étude qui a été réalisée en 2018, l'étude Finscope des ménages en Haïti. Maintenant, pour le secteur bancaire, le secteur d'emploi, excusez-moi, donc c'est ce qui nous intéresse un peu par rapport à la thématique. Donc, si nous regardons le tableau au niveau des travailleurs indépendants, nous allons remarquer que 11% des travailleurs indépendants, c'est-à-dire les micro-entreprises, micro-moyennes entreprises, donc, ils détiennent, alors 11% de ces travailleurs sont bancarisés. Par contre, de ce même graphe, on remarque aussi que 42% sont complètement exclus du système financier. Donc, d'où la raison qu'on doit encore pousser des réflexions pour le secteur des MPME pour augmenter le taux de bancarisation de ce secteur. Parlons du secteur de pêche et d'agriculture, 4% seulement sont bancarisés, contre 54% d'exclus. Donc aussi, il faut des efforts considérables pour pouvoir inclure justement les MPME et dans le secteur bancaire et faire en sorte d'offrir une gamme de produits et de services financiers répondant à leurs besoins. Donc maintenant, je vais encore passer le micro à Anne-Valérie qui va poursuivre avec la présentation. L'inclusion financière, chaque pays ayant développé une stratégie nationale d'inclusion financière ont une définition propre à ce pays-là. Et pour le cas d'Haïti, c'est quoi la définition? Bon, inclusion financière, c'est quoi? C'est faciliter l'accès aux produits et services financiers à une population. Quand on parle produits et services financiers, nous parlons des produits d'épargne, des produits de crédit, des produits de pension. Deux slides avant, s'il vous plaît. Merci. Et la définition qui a été retenue pour Haïti est la suivante. Inclusion financière, c'est quoi? C'est un état de développement du système financier où, par le biais de mécanismes efficients et sécuritaires, un large éventail de produits et services financiers est accessible à tous les particuliers et à toutes les entreprises en Haïti de manière non seulement opportune, abordable et commode. Et cette définition, elle est accessible dans notre stratégie nationale d'inclusion financière qui est disponible sur le site de la BRH. OK. Présentement, nous allons vous présenter les partenariats. Donc, les partenariats qu'on a eu pour justement faire avancer alors pour supporter les MPME. Nous savons que la BRH établit beaucoup de partenariats, d'autres partenariats avec d'autres institutions, mais en termes d'inclusion financière, nous avons établi ces partenariats-là pour supporter les MPME. Donc, nous pouvons citer le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Éducation nationale, le Fonds de développement industriel, en l'occurrence FDI, Groupe Croissance, CEDEL, Diagnostic and Development Group, Compass, Haïti Efficace, COFIN, SA, et puis Fondation Sogebank et Groupe Focal. Donc ce sont les partenariats locaux, des institutions locaux. Maintenant, nous avons aussi développé des partenariats avec les institutions internationales. Nous pouvons citer USAID, Banque mondiale, AFI, qui est l'Alliance for Financial Inclusion, la coopération suisse, l'OCDE, AUF, Aflatoon et FIMOC Trust. Merci Nathalie. Par rapport au partenariat que Nathalie vient de citer, là, je vais beaucoup plus en profondeur pour vous expliquer davantage ce que ces différents partenariats, ces différentes collaborations, comment ils contribuent avec nous pour renforcer le secteur des MPME.
Comme je vous ai dit tantôt, en 2014, la Banque centrale a lancé sa stratégie nationale d'inclusion financière. Et cette stratégie se repose sur 5 différents piliers. Le premier pilier fait référence aux services financiers afin de faciliter l'inclusion financière et aussi afin de réduire la pauvreté. Et quand on parle de renforcement des MPME, ça aide bien entendu à la réduction de la pauvreté. Le deuxième pilier, c'est un pilier qui favorise le développement des MPME également, puisque c'est le pilier qui se repose sur l'octroi du crédit pour contribuer à la croissance économique. Le troisième pilier est lié aux services financiers de proximité afin que les produits et services financiers soient beaucoup plus accessibles aux gens qui évoluent dans les milieux les plus reculés du pays. Et le quatrième pilier correspond à l'éducation financière et à la protection des consommateurs. Suite à ce pilier, nous avons également lancé, après la stratégie en 2014, un plan dédié à l'éducation financière. Nous avons lancé ce plan-là en 2020, qui a un volet d'éducation entrepreneuriale afin de permettre aux micro-petites entreprises de savoir comment sortir de l'informalité et entrer dans le formel. Et le cinquième pilier, c'est de renforcer les institutions et les infrastructures financières. Et comme collaboration, je n'ai pas mentionné le premier slide, nous avons pu établir cette stratégie nationale d'inclusion financière avec l'aide de la Banque mondiale. Et à travers cette stratégie, il y a plusieurs groupes cibles. Il y a bien entendu les MPME, qui est un groupe cible très important. Nous accordons beaucoup d'importance afin de les supporter, de les encadrer. Mais il y a également les jeunes, les femmes, les travailleurs migrants et leurs familles, les agriculteurs et bien entendu les personnes vivant dans les endroits reculés et les personnes les plus vulnérables. Avec la collaboration de l'USAID, ce que nous avions fait en 2018, nous avons mis à la disposition de la population une cartographie d'inclusion financière. Cette cartographie donne une vue panoramique, c'est comme un panorama de tous les services, les produits financiers qui existent sur le territoire national. Ça va bénéficier, ça bénéficie les chercheurs, ça bénéficie le secteur privé, le secteur public, les institutions, également les entreprises, de façon à savoir quels produits existent dans une zone. Par exemple, si quelqu'un a besoin de savoir, ou bien une entreprise a besoin de savoir combien de maisons de transfert qui existent dans une commune, vous pouvez consulter cette cartographie. Elle est hébergée sur le site de la BRH, www.brh.ht. Et présentement, nous sommes en train de faire une mise à jour afin d'ajouter beaucoup plus de données pour faciliter une prise de décision. Avec l'USAID, nous avons également pu lancer une enquête qui s'appelle Finscope des ménages en 2018, qui est une étude au fait sur la demande, qui explique, qui partage, qui fournit des données, comment est-ce que les ménages haïtiens, comment ils réagissent face à des décisions, leurs aptitudes financières. Et je dois vous dire que suite à cette enquête, ça nous a permis de réaliser que 53% de la population haïtienne disent qu'ils souhaitent avoir une éducation financière. Suite à ce constat, nous avons lancé en 2020 le plan national d'éducation financière, parce que ces 53%-là, lorsqu'on a été plus profondément dans nos questions, on leur a demandé mais pourquoi ils veulent avoir plus d'informations, plus d'éducation financière. Ils disent que c'est important, surtout les entreprises, pour qu'elles sachent comment budgétiser, comment monter une entreprise et comment gérer leur entreprise également. L'autre partenariat, l'autre collaboration que nous avons, c'est avec l'Alliance for Financial Inclusion,
AFI. La Banque centrale est membre de AFI depuis 2011. AFI, c'est quoi? C'est une institution au niveau international qui se spécialise dans la politique d'inclusion financière. À travers AFI, nous obtenons leur support afin d'élaborer des politiques d'inclusion financière afin de renforcer l'inclusion financière de tous les groupes cibles que j'ai partagé avec vous tantôt. Et depuis 2021, la Banque de la République d'Haïti assure la présidence à travers le gouverneur de FILAC. FILAC, c'est la région de l'Amérique latine et caribéenne de l'AFI. Et justement, ça nous aide à répondre aux besoins des membres de l'Amérique latine et des Caraïbes en matière d'inclusion financière. Et également, avec la collaboration de l'Alliance for Financial Inclusion, nous avons établi le plan national d'éducation financière qui a été lancé en 2020. Et quelle définition qui a été retenue? Bien entendu, l'éducation financière, c'est quoi? C'est une manière de s'approprier des connaissances, des compétences de savoir-faire financier afin que les citoyens haïtiens affichent un comportement financier très responsable qui, par la suite, va contribuer à lutter contre l'exclusion financière et à contribuer à la croissance économique du pays. Comme autre partenariat, comme je vous ai dit, suite au plan national d'éducation financière, nous l'avons lancé, certes, mais nous devons l'implémenter. Présentement, nous sommes en phase de... Nous travaillons à ce que cette stratégie-là soit implémentée à travers un protocole d'accord que nous avons signé. Lorsque je dis nous avons signé, la Banque centrale, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, et Aflatoun, afin d'intégrer des cours d'éducation financière et d'éducation sociale dans les curricula du système scolaire haïtien. Et nous sommes quand même avancés, nous avons établi plusieurs ateliers avec les membres dédiés, le groupe de travail au sein du ministère et de la BRH également. Maintenant, je passe à la partie de renforcement des MPME. Comment on fait ce renforcement-là? Par groupe cible, je vais partager avec vous comment on s'y prend. Je commence par les jeunes. Qu'est-ce qu'on a fait pour les jeunes? Nous avions lancé un concours de plan d'affaires en juin 2020. Et à travers ce forum, ce concours, nous avons réalisé qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, il y a beaucoup d'idées de projets en Haïti qui a encouragé. Et malheureusement, nous avons eu 1700 jeunes entrepreneurs à appliquer, mais nous n'avons pas pu sélectionner tous ces jeunes-là. Et ces jeunes qui ont été sélectionnés, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons établi un programme d'accompagnement sur 6 mois, où est-ce qu'ils ont reçu un accompagnement technique qui est très important, et afin qu'ils formalisent, qu'ils légalisent leurs entreprises, et on les encadre aussi à implémenter leurs idées de projet. Et par la suite, ces jeunes ont bénéficié d'une subvention de la Banque centrale afin de faciliter le démarrage de leur entreprise. Pour les femmes, qu'est-ce que nous avons fait? En mai 2021, au Cap Haïtien, nous avions lancé un forum de femmes rurales et l'une des résolutions qui a été prise de ce forum est d'avoir un fonds de garantie partiel dédié aux femmes. Et nous avons tenu notre parole puisque le mois dernier, en février dernier, de février 2022, nous avions officiellement lancé le programme de fonds de garantie. Et par la suite, Nathalie va vous expliquer en profondeur les étapes de ce fonds de garantie. Maintenant, passons au groupe cible des MPME. Comment nous sommes en train de renforcer ce secteur. Nous avions eu un forum des entrepreneurs en février 2022. En 2022 également, il y a eu le lancement du Centre de l'employabilité avec la collaboration de l'AUF. Et au niveau de la Banque centrale, nous travaillons sur un programme de modernisation
des caisses qui favorisent, qui facilitent le crédit aux MPME. Et aussi en 2014, la Banque centrale avait mis sur pied le bureau de crédit qui facilite l'octroi du crédit également, puisque l'historique de crédit est disponible. Ça veut dire que l'étude du dossier du demandeur de crédit peut se faire de façon transparente et la prise de décision peut-être est plus facile. Et le bureau de crédit évite le surendettement également des micro, petites et moyennes entreprises. Et bientôt, nous allons avoir un salon de l'export qui va être une plateforme pour les entrepreneurs afin de discuter, de savoir quelle marche à suivre pour exporter leurs produits. Et il y aura également un concours de plan d'affaires pour les femmes, les entrepreneurs. Nous sommes en train de travailler là-dessus et elles pourront bénéficier du même accompagnement technique et par la fin recevoir une subvention de la BRH. Maintenant, je vais vous parler du renforcement des MPME à travers l'enquête FinScope MPME. Pourquoi cette enquête? Pourquoi les MPME? Comme vous savez, les PME constituent un élément essentiel et un contributeur majeur afin de favoriser les économies locales. Et à travers ces MPME, ça ouvre de nouvelles opportunités d'emploi et ils peuvent servir de pierre angulaire aux grandes entreprises haïtiennes également. Bien entendu, les MPME contribuent à la croissance et l'innovation dans la communauté à laquelle l'entreprise est établie et elles représentent les principaux facteurs des sections marginalisées quand on pense aux femmes, quand on pense aux jeunes, aux communautés vulnérables. Et bien évidemment, les MPME contribuent à la cohésion de l'inclusion sociale. Maintenant, cette enquête-là, elle va être disponible en 2022. Les travaux de terrain ont déjà démarré et nous avions consulté pratiquement beaucoup d'entreprises dans le département de l'Ouest et bien entendu, c'est une enquête qui va se faire sur le territoire national. Et comme le gouverneur l'avait mentionné lors de son discours d'ouverture, que présentement, cette enquête-là, elle va permettre de venir avec une classification des MPME. Ça permettra également d'évaluer la taille et la portée des MPME en Haïti afin de fournir le niveau de l'accès de produits et services financiers. Et ça va nous permettre de facilement les repérer également pour par la suite identifier les obstacles qui sont contraignants au développement et à la croissance de ce secteur et les obstacles qui sont également liés au financement des MPME. Et ça va permettre de repartir le secteur des MPME en segments de marché et soutenir, le plus important, je pense que l'un des points les plus importants, c'est de soutenir les politiques fondées sur des preuves parce qu'à travers les données, de meilleures décisions pourront être prises afin de renforcer ce secteur. Maintenant, je ne vais pas approfondir ce slide-là puisque la direction de la supervision a eu cette présentation-là bien avant nous. Mais les programmes de croissance rentrent également dans le cadre de financement des MPME et les objectifs des programmes pour croissance de la BRH qui ont été établis depuis 2017, c'est premièrement de réduire le coût de crédit en faveur des demandeurs de crédit qui sont liés au secteur productif à forte valeur ajoutée. Et les programmes de croissance, ils aident à promouvoir également la relance de l'activité économique. Et ça permet de réduire le déficit de la balance commerciale, ça veut dire la différence entre la valeur d'exportation et des importations des biens et des services. Et
ces programmes favorisent la stabilité des prix. Et comme programme pour croissance, nous avions le programme au logement, le PPDI, le programme de développement d'immobilier, le programme d'incitation aux zones franches industrielles, programme des entreprises spécialement tournées vers l'exportation, le programme de crédit lié au secteur agricole, les bons et les obligations BRH. Et je dois vous dire que la BRH met beaucoup l'accent sur le programme de crédit au secteur agricole. Vous pouvez trouver beaucoup plus amples informations à travers la circulaire 113. Et également, il y a la circulaire 106-1, qui est le programme d'incitation aux zones franches. Et toutes ces circulaires et les détails sont sur le site de la BRH. Maintenant, je passe la parole à Nathalie qui va continuer avec la présentation. Merci Anne-Valérie. Donc, en termes de financement des MPME, en collaboration avec le ministère des Finances et de FDI, la BRH a lancé le fonds de garantie partielle de crédit aux MPME en faveur de l'agriculture et de l'exportation. Je ne vais pas trop aborder là-dessus, vu que nous avions eu une présentation antérieure qui détaillait, qui permettait de comprendre en détail ce fonds de garantie. Je vais seulement résumer en disant que c'est un complément à la circulaire 113 et elle a été élaborée dans le but de mitiguer les risques liés au crédit accordé aux MPME, particulièrement pour le secteur agricole et le secteur tourné vers l'exportation. Donc, la gestion du fonds de garantie est confiée au Fonds de développement industriel, donc FDI, et le ministère des Finances a prévu de mobiliser des ressources à hauteur de 2 milliards de gourdes et pour ce fonds. La BRH s'est inspirée justement de ce fonds pour les agriculteurs, du fonds de garantie pour les agriculteurs et du secteur de l'exportation pour lancer justement un fonds de garantie partielle de crédit pour les femmes. Et ce fonds-là a été lancé en 2022 suite à un engagement pris par la BRH suite au Forum des femmes rurales organisé en mai 2021 dernier. Donc, justement, ce fonds-là, c'est encourager les femmes à l'inclusion financière justement des femmes et dans le secteur financier. Donc cela va pallier au problème que nous avons vu dans la présentation précédente où il y a un maximum d'hommes qui utilisent les services de crédit auprès des institutions financières. Donc ce que nous avons prévu, c'est de toucher près de 4 000 entreprises, excusez-moi, et dirigées par des femmes. Et durant les 2 premières années, le focus sera justement sur les zones affectées par le séisme du 14 août 2021. Et par la suite, au cours de la 3e année, le déploiement se fera sur tout le territoire. Donc, un portefeuille de 10 millions de dollars américains est souhaité. Donc, nous sommes ouverts justement à un appel à la collaboration d'autres institutions qui souhaiteraient justement intégrer ce programme. Comme autre programme, donc ce programme que je vais présenter va répondre justement à une question que nous avons eue et par rapport à la présentation précédente. Donc avec la coopération suisse, nous avons lancé un programme d'accompagnement de jeunes entrepreneurs et cela a été fait en 2021. Et ce programme-là a été lancé à travers le projet Cadre national pour le renforcement du financement agricole en Haïti, le CNFA. Donc, nous avons utilisé une base de données de près de 1700 candidatures et de laquelle une centaine de projets d'entreprises ont été sélectionnés et ils ont suivi un accompagnement de plus de 6 mois et ce qui a abouti justement à
à l'enregistrement légal de ces entreprises. Donc, ces projets d'entreprise sont aujourd'hui des entreprises reconnues légalement en Haïti. Et par la suite, nous avons mis à leur disposition des ressources financières pour leur développement. Donc, pour ce faire, 5 firmes locales d'accompagnement ont été engagées pour accompagner ces jeunes. Donc, vous pouvez voir ces entreprises-là au bas de la page. Et enfin, récemment, la BRH, en collaboration avec l'AUF, la Coopération Suisse, la Fondation Sogebank et le groupe Focal, ont lancé le Centre d'employabilité francophone. Cela a été fait en 2022, bien sûr. Et ce projet a été initié par l'AUF. Et c'est pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés à travers... alors, ces jeunes-là vont bénéficier des services de haut niveau et conçus selon les normes internationales. Donc, il est important de noter que le gouverneur de la Banque centrale, le gouverneur Jean Baden-Dubois, siégera au Conseil économique et social de l'AUF en tant que représentant de la région Caraïbes pour la période allant de 2020 à 2024. Et il assurera aussi la vice-présidence de la Commission régionale d'experts économiques et scientifiques, encore pour cette même région. Et enfin, nous allons parler des perspectives, donc ce que nous prévoyons faire à long et à court terme. Donc, présentement, nous sommes en phase de révision de la stratégie nationale d'inclusion financière. Donc, nous mesurons vraiment le succès de cette stratégie, ou améliorer, ou porter des corrections, des ajouts. Donc, c'est à cette phase que nous sommes. Aussi, nous travaillons encore sur des propositions de politique favorisant l'inclusion financière. Donc, nous continuons à le faire justement pour pousser justement l'inclusion financière des Haïtiens. Nous sommes encore en phase du déploiement du plan national d'éducation financière. Nous avons eu des forums des jeunes, forums des femmes, et bientôt nous allons avoir le salon de l'export. Donc, aussi, nous travaillons sur la mise à jour d'enquêtes liées à l'inclusion financière. Donc, comme Anne-Valérie vient de le dire, nous travaillons justement à la mise à jour de la cartographie d'inclusion financière, où nous comptons justement ajouter beaucoup plus d'informations qui va permettre justement une bonne prise de décision et pour le secteur public que pour le secteur privé. Donc, nous vous êtes invités justement à visiter la page de la BRH pour pouvoir juste avoir beaucoup plus d'informations sur cette cartographie. Donc, nous faisons de la promotion de l'inclusion numérique. Donc, il y a une journée entièrement consacrée à l'inclusion numérique, justement, au FinTech, où on va vraiment parler de l'inclusion numérique. Et enfin, on a la réalisation de l'enquête FinScope. Ce que nous pouvons dire par rapport à l'enquête FinScope des MPME, c'est que nous venons de finaliser l'enquête sur le département de l'Ouest. Donc maintenant, le déploiement se fait sur tout le territoire. Donc déjà, nous vous invitons à collaborer avec les enquêteurs de manière justement à avoir une meilleure catégorisation des MPME à l'instar d'autres pays qui ont déjà cette classification très connue de tous. Et en conclusion, nous aimons terminer notre présentation avec cette phrase. Et l'inclusion financière est un processus exigeant dont la concrétisation requiert un effort national continu. Merci de votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, si vous avez des questions, nous sommes prêts à vous répondre. Nous avions été très clairs, Nathalie. Apparemment, il n'y a pas de questions. OK.
Oui. Et merci beaucoup pour la présentation. Et maintenant, on va passer aux questions. La méthodologie est simple. J'ai déjà 2 questions et ensuite, on passe le micro à l'assistance qui est évidemment a un ensemble de questions. Ma première question, bon, d'abord, on a fait une présentation, évidemment, on a présenté un ensemble de statistiques qui sur le secteur, sur l'inclusion financière de manière générale, et on a pu constater que, notamment, le taux de bancarisation en Haïti est extrêmement faible. Mais également, on a présenté, et c'était pour moi la partie la plus importante, un ensemble, on va dire, d'initiatives de la Banque centrale pour encourager l'inclusion financière, pour encourager en quelque sorte, et on va dire, ou bien pour promouvoir les PME. Maintenant, c'est vrai qu'on a un ensemble d'initiatives. Il y a d'abord une qui a attiré mon attention, c'est le Fonds de garantie pour les femmes. Fonds de garantie pour les femmes, pas vrai que son fonds de garantie pour les femmes de l'Ouest, d'autant plus que nous connaissons le n'a parlé de l'inclusion financière, n'a parlé d'un ensemble de produits dans le crédit. Jodia, en 2021, 62% crédit qui baille dans le système bancaire là en Haïti, li baille dans l'Ouest. Un programme comme fonds de garantie de la Banque centrale, TACA permettre que, écoutez, un ensemble de femmes dans les zones rurales, dans les provinces justement, aient accès à clé. Maintenant, nous me connaît, est-ce que justement dans la stratégie de la Banque centrale, les villes de province ont en place, on va dire, fondamentale. Maintenant, deuxième question, c'est par rapport au système de paiement, parce que évidemment, on a parlé de l'inclusion numérique. Inclusion numérique, il y a un assistant qui posait mon question, il dit que pour qui ça, il y a un ensemble de systèmes de paiement internationaux que Haïti va avoir accès à. Par exemple, PayPal. Pas qu'on est, mesdames, c'est nous une réponse à 2 questions ça yo. Nous et ensuite, évidemment, on va passer le micro à l'assistance pour un ensemble de questions. Ok, merci pour la question. La première question, j'en dis, il y a 62% de crédit qui est alloué dans le département de l'Ouest. Oui, au niveau de Banque centrale, nous faisons le même constat, mais qui ça nous fait à travers le fonds de garantie que nous lançons, il y a une stratégie que nous adoptons, nous avons commencé par toucher l'autre province, surtout province, alors le Grand Sud qui était affecté par le tremblement de terre là. C'est sous ça nous pourrons première façon pour focaliser sur ces femmes-là de façon à ce que ils bénéficient de fonds de garantie ça. Et puis quand tu fait mention de donner 11% de monde qui a un compte bancaire, effectivement, l'IBA, mais nous-mêmes, qui ça nous fait au niveau d'inclusion financière pour nous augmenter ce pourcentage-là au plus haut niveau. Il y en a que nous faisons à travers des programmes d'accompagnement que nous gagnons, que ce soit accompagner les femmes, les jeunes, les entrepreneurs. Nous exigeons pour ouvrir un compte bancaire. Ça qui est plus important pour nous, c'est pour nous faire un accompagnement technique là, qui a été joint pendant 6 mois, mais par la suite, pour recevoir frais de démarrage plus attention que BRH a baillé, exigence là, c'était à travers un compte pour ouvert via un compte en banque commerciale ou bien en coopérative d'épargne et de crédit. Bien entendu, genre d'activité ça pour permettre que le chiffre 11% augmente. Et je ne sais pas si Nathalie voulait toucher question sur le numérique là. Au fait, m'a ajouté justement par rapport à la réponse à Valérie Sotbain, par rapport à fonds de garantie, justement, comme on t'a dit tout à l'heure, on a commencé par le département qui était vraiment affecté par les tremblements de terre. Et au bout de 3e année, nous pourrons aller déployer justement pour toucher l'autre département, ensemble territoire d'une manière générale, pas forcément département de l'Ouest. Nous sommes conscients que il y a un problème ça justement département de l'Ouest est favorisé par rapport à tout ça, mais fonds de garantie n'a pas seulement touché ça, il a touché l'autre département et tout.
Et par rapport à la question sur l'inclusion numérique, là, et moi, pas trop abondant sur lui, parce que j'aime dire, une journée qui va consacrer sur FinTech, vendredi, je ne pas get un bon nous et trop d'informations sur ça, mais nous-mêmes, dans la Banque centrale, nous pas arrêté en retrait. Il y a d'énormes réflexions qui sont faites. Et pas les bonnes pile d'informations, j'aimerais dire. Donc, il y a un Bitcob qui ont produit qui vraiment un produit fort pour BRH. Donc nous on a concentré nous sur lui pour avoir plusieurs présentations, plusieurs panels sur lui si nous besoin vraiment et information sur lui. Donc m'a invité nous suivre journée ça vendredi et qui consacré entièrement pour FinTech. Donc m'espérer que n'a qu'à répondre aux questions quant à avoir des produits comme PayPal et autres. Très bien. Et nous allons passer à public là, mais une question qui vient sur le téléphone. Moi, comment clairement, mesdames, vous avez accès à fonds de garantie de la Banque centrale? Ok, qui j'en savoir-lier, je nous t'ai expliqué dans la présentation, c'est FDI qui pourra héberger fonds ça. Et puis, bien entendu, sur le site FDI, nous pourrons voir toute institution financière qui est capable d'allouer, qui fait partie du programme fonds de garantie ça. Et puis le demandeur là pour aller visiter le site là, institution qui est intéressée là, il pourra aller vers lui-même et étape clairement définie pour nous faire suivi. Merci. On a une question au niveau de l'assistance et c'est un homme qui pose la question. Il était question de la femme, mais c'est un homme. Bonsoir. Je suis Gary Vernat, responsable d'une organisation caritative dénommée CVPAD, Cercle des visionnaires professionnels en action pour le développement. Alors, pour ne pas être trop baroque via mes interventions, mais pour moi, tout ce qu'on dit là, c'est juste dire pour dire. Parce que tant qu'analyse de projet et faisant la promotion pour la valorisation des femmes à l'entrepreneuriat et également facilitation à la création de programmes micro-entreprises, partout où je suis allé aux institutions financières, la première chose qu'on demande, c'est « Ouais, vous êtes venus pour les femmes, mais qu'est-ce qui va signer pour vous ?» Donc oui, vous parlez des femmes, vous parlez à l'investissement des femmes, mais donc il faut comme quoi, non seulement on demande un fonds de garantie, mais on demande souvent oui, le projet est bien, le projet est bon, mais est-ce que tout ça, tout ce que je viens d'apprendre là durant ces quelques minutes, est-ce que c'est juste pas dire pour dire? Parce que rien n'est encore matérialisé, bien qu'il y a des dates qui se disent, il y a des dates qui se parlent, tout ça. Donc vous êtes vraiment bourré d'archives. Mais concrètement, il n'y a pas vraiment d'action qu'on peut dire tout ça. Et mon projet s'étend toujours présentement, et j'ai rédigé depuis 2010, facilitation à la création de micro-entreprises pour les femmes aspirant entrepreneurs. Donc, est-ce que vraiment, wow, tout ce que vous dites là existe encore et c'est réel? Merci. Bon, premièrement, je peux vous dire que nous ne disons pas pour dire, nous ne pas dire pour nous dire. Et vous pouvez vous-même vérifier, parce qu'il y a beaucoup de projets que nous avons présentés et qui ont été implémentés. Et il y a pas mal de jeunes femmes, de jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié et qui peuvent en témoigner de l'appui que BRH a accordé. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de ces projets-là qui étaient des idées de projets et aujourd'hui qui sont des projets. Et le mois dernier, c'était en février, nous avions eu un forum des entrepreneurs. Et lors de ce forum-là qui était diffusé au grand public, il y a pas mal de jeunes entrepreneurs qui avaient bénéficié de ce programme, qui ont même présenté leurs produits et il y a pas mal d'acheteurs qui ont bénéficié des produits disponibles ce jour-là. Alors c'est pour toucher un aspect, pour vous donner un élément de réponse. Nous pas là pour nous dire, nous agissons tout. Merci.
Ce que je veux ajouter également et qui n'a pas été vraiment mentionné, c'est que nous aurons bientôt le concours des femmes entrepreneurs qui sera lancé également bientôt. Donc ce sont des actions que nous entreprenons justement en faveur des femmes. Donc nous faisons des actions, mais pas à pas, nous espérons pouvoir toucher justement ce groupe cible, pas seulement ce groupe cible, mais l'ensemble des groupes cibles que nous avons présentés, justement pour avoir un Haïti financièrement incluant les femmes, les entrepreneurs, les jeunes, les personnes vulnérables, ceux qui vivent dans les milieux reculés, et j'en passe. Donc, tous ces efforts-là sont en train d'être faits et justement pour favoriser l'inclusion financière. Très bien, merci. Et une autre question dans l'assistance. Et bonsoir, moi c'est Lovensky Salomon. Ma préoccupation vient du fait que vous parlez d'intégrer les femmes et surtout dans tout le pays. Mais je ne vois pas comment, en fait, peut-être que vous ne l'avez pas encore dit, une femme dans les milieux reculés va faire pour savoir que ces programmes sont disponibles, ces programmes existent. Parce que peut-être si je n'étais pas à ce sommet, je n'aurais pas su que ces programmes existent. Comment vous allez faire, quelle stratégie de vulgarisation, excusez-moi, que vous avez pour faire connaître ces programmes et aux femmes, aux jeunes des milieux les plus reculés? Ok, nous allons utiliser tous les médias sociaux pour pouvoir y faire la vulgarisation de ces projets. Aussi, nous allons utiliser les médias, les réseaux sociaux, les journaux et aussi au mois de mai de l'année dernière, nous avons eu le forum des femmes rurales au Cap-Haïtien. Donc, ce n'était pas à Port-au-Prince, c'était au Cap-Haïtien et ça a eu d'énormes succès. Donc, ce sont ces genres d'initiatives que nous allons entreprendre, justement pour pouvoir toucher les femmes, même ceux vivant dans des milieux vraiment reculés. Donc, excuse-moi. Et donc, on va vraiment toucher tout ce... On va utiliser ces moyens-là pour atteindre les femmes. Je ne sais pas, Valérie, si tu as quelque chose à ajouter. Bon, et une dernière question dans le public. Bonsoir, je suis Saleh Akouliam et je voudrais savoir, est-ce que l'inclusion financière ne concerne pas les sociologues, les administrateurs publics, les avocats ou ceux qui ne décident pas d'entreprendre une activité et soit lancer un business, etc. Merci. Pouvez-vous être plus précis à travers votre question? Est-ce que l'inclusion financière dont vous parlez ne concerne pas ceux qui ne décident pas d'être entrepreneurs? Et par exemple, les avocats, les sociologues, les administrateurs publics, etc. Ok, d'accord, merci. Bon, je peux vous dire que l'inclusion financière est l'affaire de tout le monde. C'est un sujet qui doit intéresser tous les citoyens. Pourquoi? Parce que l'inclusion financière est vraiment un grand sujet. Quand on parle d'inclusion financière, on parle de crédit, on parle de pension, on parle d'éducation financière. Et ça concerne un enfant jusqu'à une personne à l'âge adulte. Parce que ce que nous faisons là, ça concerne un enfant dans le sens que c'est pour cette raison-là que nous appliquons dès maintenant, que nous essayons d'intégrer dès maintenant l'éducation financière dans les curricula. Alors c'est du plus bas niveau et au plus haut niveau parce que également un avocat a probablement un cabinet à gérer. Alors c'est bien que cette personne-là ait des notions financières afin de prendre de meilleures décisions. Alors c'est pour vous dire que l'inclusion financière, ça ne s'arrête pas seulement à une catégorie, mais ça touche toute catégorie. Et pour avancer, pour améliorer l'inclusion financière, et ça demande la collaboration de tous les secteurs afin d'inclure, d'intégrer
toute la population, toute une population. Il y a une date, et on va dire, au cours de laquelle nous capoons que des formations bien courtes sur l'inclusion financière là, intégrer le curriculum des écoles. On a une date pour ça? Non, nous n'avons pas une date, mais nous travaillons de très près avec le ministère de l'Économie et des Finances et de l'Éducation de la formation. Le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Nous travaillons de très près avec eux. Présentement, je crois que le mois prochain, nous avons un atelier, mais je peux vous dire que ça ne va pas être intégré lors de la prochaine année scolaire, puisque nous ne serons pas encore prêts. Mais on espère, bon, je ne vais pas donner une date, mais je peux vous dire que ça ne va pas être intégré au cours de l'année scolaire. D'ici l'année scolaire qui va venir, on sera en phase pilote. Et avec les résultats de cette phase, donc, nous allons pouvoir faire le déploiement national et une fois que ça sera fait. Très bien, merci. Maintenant, la dernière question à la personne qui avait posé la première. Merci bien, Gary Verna de nouveau. Alors, cette dernière question, c'est puisqu'on sait en Haïti, tout ce qui existe, tout ce qu'on fait... Excusez-moi, on n'entend pas trop bien. Pouvez-vous parler? Ah, ok, merci. Désolé. Puisqu'on sait en Haïti, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, il faut qu'on soit parrainé pour avoir accès. Alors, ma question, c'est quels sont les acquis requis pour avoir accès à l'inclusion financière de la BRH, comme vous faites la promotion? Donc, s'il y a une façon, est-ce que je dois avoir un compte en banque avec XY, ou est-ce que je dois avoir un élu ou autre? Donc, quels sont les acquis requis? Alors, désolé, Merci pour la question. Donc, la première chose qu'il faudrait faire, il faudrait suivre le site de la BRH et savoir quand est-ce que, justement, les programmes sont lancés. Et non, il ne faut pas, on ne favorise personne. Et lors du dernier programme, justement, de CNFA, non, il fallait seulement avoir une idée de projet. Et de là, on a sélectionné vraiment les projets qui répondaient justement à certains critères. Et ces idées de projets-là, aujourd'hui, sont des entreprises, comme je viens de le dire, légalement enregistrées auprès des institutions. Donc, non, nous ne favorisons personne. Il suffit de bien présenter son projet, d'être disponible justement pour participer aux activités d'encadrement et aussi de suivre justement les prérequis par rapport à tout ça. Donc, non, on ne fait pas de favoritisme au niveau de la BRH. C'est un programme qui est ouvert pour tous et il suffit justement de respecter les principes, les normes qui ont été, qui seront justement bien définis au niveau du site de la BRH. Bon, donc, écoutez, il y a d'autres demandes à poser des questions et on donne évidemment l'autorisation d'aller un petit peu plus loin. Donc on passe à une prochaine question. C'est vous, madame? Bonjour, je suis Maître Blaise. Alors ma question, je voudrais avoir une réponse beaucoup plus concrète par rapport au financement que vous parlez. Parce que dans le temps, il y avait une banque de la place qui n'existe plus, qui avait envoyé des informations directement au barreau. Donc, ils se sont adressés, ils ont fait une approche institutionnelle, là où il y a des regroupements. Et ils ont offert des crédits aux femmes avocates. Donc là, vraiment, c'était ciblé. Donc là, maintenant, vous dites que vous allez faire des concours, mais c'est pour de nouvelles activités. Mais celles qui existent déjà, moi, j'ai un cabinet, comme plein d'autres femmes. Donc, nous qui existons déjà, qu'est-ce qu'il y a de concret pour, justement, pour les femmes? Qu'est-ce qu'il y a de concret qui est prévu, à part ce que vous avez présenté, c'est de bonnes initiatives, mais ceux qui existent déjà? Comment vous comptez, à travers cette inclusion financière-là, soutenir et renforcer ces groupes qui existent déjà? Merci. Ok. Pour les femmes, vous avez mentionné c'est les idées de projet. Nous ne prenons pas que les idées de projet, mais nous prenons également des projets existants afin de renforcer cette entreprise. Et ça, c'est comme initiative à travers les concours que nous avons. Et l'autre initiative dont nous avons parlé tantôt, c'est par rapport au fonds de garantie. Mais je dois vous dire que le fonds de garantie, c'est pas encore fonctionnel. Et ça va être fonctionnel dans les prochains mois.
Et à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'avaliseur pour accéder à cela. Et les institutions financières elles-mêmes feront la publicité, alors soyez attentifs à ce que divulguent les institutions financières de façon à savoir quand ces fonds de garantie seront disponibles. Mais pour vraiment répondre à votre question, nous ne nous concentrons pas seulement sur les idées de projet, mais dans notre base de données et parmi les bénéficiaires de l'accompagnement de la BRH, il y a aussi des projets existants qui font partie. Merci. Il y a eu une autre question. Ok, bonsoir à tous. Merci pour la présentation. Vous parlez d'inclusion financière et vous avez présenté plusieurs programmes ou actions allant en faveur des jeunes et des femmes. Donc, qu'en est-il pour les personnes vulnérables, notamment les personnes à mobilité réduite? Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette catégorie? Ok, merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et là, nous avons un slide qui a déterminé, qui a affiché les différents groupes cibles. Et l'un des groupes cibles, c'est les personnes vulnérables. Je dois vous dire que lorsque nous lançons les concours, nous n'exclusions personne. D'ailleurs, nous sommes l'unité d'inclusion financière. Nous souhaitons inclure davantage de personnes et nous ne faisons pas de différence entre une personne à mobilité réduite et une personne avec toutes ses capacités. Mais c'est ça. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, et la fin de ce panel. Merci Anne, Valérie, merci Nathalie et merci au public. Et rendez-vous à tout à l'heure pour un prochain panel. Et voilà, c'était tout pour ce panel sur un ensemble d'initiatives prises par la BRH pour encourager non seulement l'inclusion financière, mais également pour encourager ou bien pour promouvoir la question des PME en Haïti. Merci, à tout à l'heure. Haïti est à reconstruire et à mieux construire. S'imposer sur le marché de la construction nécessite un partenaire financier fiable.